La Société des écrivains et écrivaines de la Mauricie, en collaboration avec la Gazette de la Mauricie, présente Entre guillemets, une balado-diffusion qui va à la rencontre des créateurs et créatrices d'ici. Entre guillemets, c'est un temps d'arrêt pendant lequel deux auteurs s'entretiennent avec moi, Christian Bouchard. Au fil de la conversation, ils se révèlent par leur vision de la création, leur complicité, leur coup de gueule. Jusqu'où peut-on aller dans son écriture? C'est cette question qui s'est profilée tout au long de l'entretien que j'ai mené avec Mathieu Croisetière et Patrick Brisebois. En poésie comme en prose, ces deux créateurs interrogent notre rapport au quotidien, sans crainte d'écorcher au passage nos convictions. Mathieu Croisetière, donc, qui a publié au Sabord Banlieue, un premier recueil de poèmes publié en 2013 au Sabord. Je parle bien de premier recueil au Sabord. De même qu'un autre recueil publié cette fois en 2016, toujours au Sabord, titre peut-être en Chine. Et je vais d'ailleurs dans un premier temps, Mathieu Croisetière, peut-être m'arrêter au titre même. Alors dans un premier temps, vous avez Banlieue, publié en 2013 avec les sections Métro, Boulot, Dodo, Rideau, 24/7, et vous avez peut-être en Chine, donc on s'en va à l'autre bout complètement du monde. Et est-ce qu'on a l'impression que la Chine, pour vous, ça représente quoi? Déjà, la banlieue, on était en périphérie du centre, puis là, on a l'impression qu'avec peut-être en Chine, on est encore plus loin du centre. Ben, en fait, c'est un peu par dérision, peut-être en Chine, parce qu'en fait, la Chine n'est pas vraiment présente. En fait, c'est la Floride. Ça finit en Floride. Dans une avec espèce Snowbird, la section Snowbird. Ouais, une espèce de parc de motorisés un peu... c'est ça, de Snowbird, un peu... pas moribond, mais disons, qui met fin là, au désir peut-être de voyage. Là. C'était un peu ça le concept là, de non, mais peut-être en Chine, en fait, c'était en continuité avec Banlieue. C'était plus mon exploration du quotidien. Mes deux premiers recueils au Sabord qui étaient un petit peu plus abstraits, plus psychologiques, je trouve, que ceux-là où j'essayais d'explorer, où j'essayais d'intégrer plus d'éléments concrets du quotidien, le travail ou les choses qui sont pas poétiques, en fait, mais qui font partie de la vie aussi. C'est plus ça qui m'avait inspiré. C'est dans ce sens-là. Je trouvais peut-être en Chine, c'était ça l'idée. Est-ce que la poésie peut faire sortir du quotidien ou transcender un peu le côté terre-à-terre de la vie, disons. Nous amener dans un ailleurs, finalement. Oui. Du côté de Patrick Brisebois, alors je rappelle, j'ai ici devant moi le Modèle de Nice, son roman publié au Cartanier. Alors, le Modèle de Nice, voici ce qu'en a dit une chroniqueuse de la presse plus. Elle dit « Le Modèle de Nice, titre du livre, n'est qu'une définition piquée sur Wikipédia, clin d'œil à la paresse des écrivains du nouveau millénaire, ce qu'il est. » Et donc, il y a cette section, ce chapitre, le chapitre 11, qui s'intitule « Un titre au hasard », où vous parlez de ce Modèle de Nice. Alors moi, je n'y crois pas du tout au fait que c'est un titre qui a été choisi au hasard. Pourquoi? Non, j'ai pris mon temps. En fait, c'est Chantal Guy qui avait dit ça dans la presse, je m'en souviens. Oui, je voulais donner l'impression que le titre avait été décidé au hasard, mais je ne peux pas travailler sur un livre sans avoir un titre de travail. Et depuis le début, c'était le Modèle de Nice, parce que, bon, j'aimais bien ce que ça l'expliquait. C'était une sorte de théorie en astronomie, tout ça. Par contre, j'aimais le titre, mais je ne savais pas quoi faire exactement avec lui.
Et ultimement, j'ai réussi à le placer dans le roman comme... Enfin, j'ai appelé le chapitre un titre au hasard qui fait référence au titre du livre. Et pour donner l'impression que, j'ai fait ça de façon paresseuse, mais c'était très bien orchestré depuis le début. Ça, j'y crois. Ça, c'est certain. Mais quand je suis allé voir, moi, sur Wikipédia, parce que j'ai cette curiosité-là, je vais aller voir quand même le modèle de Nice. Et là, c'est vous qui me direz si je vais un peu trop loin dans mon interprétation, si je tire ça par les cheveux. Alors, ce modèle de Nice, c'est une explication, donc, en physique, en astrophysique, qui explique la migration des planètes géantes et l'existence de petits corps du système solaire. On pense aux corps célestes de la ceinture de Kuiper, par exemple, ou à Pluton, qui est gravitationnellement lié à l'orbite de Neptune, qui est Neptune, donc la planète géante. Et j'avais l'impression que tout au long de la lecture du modèle de Nice, qu'au fond, l'étoile géante Neptune, c'était Montréal. Montréal où vous dites à un moment donné, et c'est l'un de vos personnages, Marianne, et le narrateur, donc Constantin, dit « Il se dit qu'à Montréal, il se sentait nu et vulnérable, comme si cette planète géante-là, vous êtes dans la gravitation de cette planète géante, en même temps que vous ne vous sentez pas à votre place, et de la même manière, puis ensuite peut-être que Mathieu Croisetière pourra en parler, est-ce qu'en banlieue, on est en banlieue du centre, qui serait à ce moment-là la République des lettres, Montréal? Je ne me souviens pas exactement si ça faisait référence à Montréal, mais oui, effectivement, le titre a un lien avec l'éloignement des gens, des personnes qui habitent plus loin, qui se voient de moins en moins souvent, et aussi dans les relations amoureuses. Pour moi, l'idée, la théorie du modèle de Nice, c'est une sorte de métaphore sur les êtres et les personnes qui s'éloignent. Et peut-être que si j'ai comparé Montréal à une planète, peut-être que j'ai fait le lien quelque part dans mon histoire, mais je m'en souvenais pas aujourd'hui, là. Très bien. Et du côté de Mathieu Croisetière, maintenant, est-ce qu'en banlieue, étant donné qu'on vit à Trois-Rivières, ou dans votre cas, Patrick Brisebois, c'est à Louisville. À Louisville, alors donc, on est en région, est-ce qu'on se sent en banlieue d'un grand centre littéraire comme Montréal? Est-ce qu'on se sent à l'écart, en d'autres mots? Oui, je pense que je peux me reconnaître là-dedans. Je voudrais dire aussi que moi, je connais très bien Louisville. C'est pour ça que je me suis beaucoup identifié au roman. Je me suis beaucoup reconnu dans le livre de Patrick parce que je suis allé à l'école là, je connaissais les lieux et tout ça. Ah oui. Puis moi, je suis né en campagne. Enfin, je suis né à Sainte-Ursule. Puis, effectivement, la banlieue, c'est pas mon lieu d'origine. Je suis pas né en banlieue, mais c'est une espèce de zone transitoire où les gens n'existent pas vraiment, on dirait, entre les deux pôles extrêmes de la campagne, on dirait, puis de la ville. Du côté de Mathieu Croisetière, maintenant, est-ce que pour vous, il y a une identification évidente et que vous pouvez revendiquer sans problème entre le poète et le narrateur qu'on retrouve dans les deux recueils de poèmes, entre vous et le poète narrateur des deux recueils? Non, pas tant que ça. C'est sûr qu'il y a des liens, là. C'est sûr qu'on n'écrit pas à partir de quelqu'un d'autre, mais ça reste une partie de moi ou une image de moi. C'est pas moi. C'est pas moi qui parle. C'est le jeu du poème. Sinon, j'écrirais d'autres choses. J'écrirais un récit ou une autobiographie. Je pense pas qu'il y ait une identification complète. Mais oui, c'est sûr que je m'inspire de
de ce que je connais. Moi, en tant que Mathieu Croisetière, mais c'est pas moi tel quel. C'est la même chose. Si c'était vraiment moi, si je dis tout ce qu'il y a dans mes romans, c'est vraiment moi qui dis ça, qui pense ça, j'aurais des problèmes, de sérieux problèmes. Parce que les personnages, ou ce qu'on dit des fois, ça peut être un peu provoquant. Et, mais je ne vais pas te couper la parole. Non, mais avez-vous un exemple de part et d'autre de provocation dans vos livres, même si ce sont d'autres livres que ceux que j'ai cités, que j'ai devant moi, où vous dites heureusement, il y avait un personnage, parce que moi-même, je ne me sentirais pas en mesure de dire ça. Si je ne permettais pas à un personnage de pouvoir le dire, parce qu'il y a des choses qui doivent être dites, mais pas nécessairement parce que moi, je les pense profondément, mais parce que je sais que ça se pense dans le monde. Avez-vous un exemple de ça? Ben, moi, je pense à des poèmes où je parle de tuer des gens. Oui, c'est un bon exemple. Peut-être pas aussi littéralement, là, mais oui, effectivement, je pense pas vraiment. Moi, je exprimer l'idée de tuer des gens, mais c'est des idées que tout le monde a. C'est des idées, c'est des fantasmes ou des pensées qui traversent l'esprit de tout le monde, je pense. En l'exprimant aussi, ça donne un côté universel, mais le but de le dire, c'est pas de provoquer ou de dire je suis capable de faire ça ou de faire peur au monde. Là, c'est d'exprimer quelque chose, un sentiment par rapport à ça, par une image. Pour la poésie, en tout cas. Là. Oui, allez-y. Moi, je parle beaucoup soit des relations de couple dans mes livres et je me souviens pas trop exactement de ce que j'ai pu écrire dans des livres qui remontent à 5 ou 10 ans. Puis dernièrement, on a relevé une phrase dans mon livre Chant pour enfants morts où le personnage d'orateur, c'est écrit à la première personne qui dit en parlant de sa blonde, je commence à lui faire peur. Je commence à lui faire penser à son ex qui la battait. Puis j'aime bien ça. Elle est mieux de se tenir tranquille. C'est le personnage qui dit ça, qui dit... je sais que le personnage a un problème de comportement, il peut être violent ou il veut se montrer violent. Et j'ai une amie qui a relevé ce petit paragraphe-là dernièrement, puis c'est comme ça m'avait demandé, est-ce que je pense, est-ce que c'est moi, est-ce que je pense vraiment comme ça? Et vraiment pas, je veux dire, j'ai des chats, je ferais pas mal à une mouche, j'ai pas envie de frapper personne. Mais la fiction, la création permet d'extérioriser des trucs que tout le monde peut peut-être penser une fois dans sa vie. Mais il me semble, ça, corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble que c'était tout de même une évidence. Là, je parle peut-être comme un homme de 62 ans, mais c'était une évidence à une certaine époque qu'on ne faisait pas une équation directe entre l'auteur et les personnages, puis les propos des personnages. Or, maintenant, il me semble que cette équation-là est vite faite. Ouais. Est-ce que, pour vous, de part et d'autre, est-ce que là, il y a comme une sorte d'incompréhension de ce qu'est le travail d'écriture? Comment vous expliquez qu'on fasse ces rapprochements et qu'on vous pose des questions que probablement la même personne, peut-être, ne vous aurait jamais posées il y a 10 ans? Moi, c'est quelque chose qui m'agace beaucoup, là. Oui. Il y a eu une époque où il y avait beaucoup d'autofiction et je prends Maxime Olivier Moutier, par exemple, et d'autres qui écrivent un livre inspiré de leur vie, mais le personnage, c'est le nom de l'auteur, c'est lui-même. Ça ressemble à un journal. Oui, je peux m'inspirer de ma vie, même m'inspirer de gens que je connais, mais jamais je vais aller dire que mes livres, c'est de l'autofiction. Tout ce que j'écris est de la fiction. Et même la poésie que j'écris est de la fiction. On pense que la poésie représente le poète lui-même. Non, le poète, le poème est indépendant de lui-même. Le poème devient autre chose et n'est pas nécessairement la personne qui l'écrit. Donc, pour moi, c'est très simple. J'ai tranché tout et de la fiction, à moins qu'on tombe dans l'essai. Et
je sais pas, les ouvrages historiques, politiques, chose, qui est aussi une forme de fiction aussi. Oui. Mais il y a une démonstration, il y a une argumentation, on veut conduire le lecteur quelque part. Puis de votre côté, Mathieu Croisetière, est-ce que c'est quelque chose qui vous heurte aujourd'hui, qu'on fasse ce rapprochement quasi immédiat entre oui, bien, c'est sûr que là, il y a la question beaucoup là, ça touche beaucoup là, au côté social, là, qu'on parle beaucoup aujourd'hui, la censure, la cancel culture, puis tout ça. Là, mais moi, ce que je voulais dire surtout, moi, j'écrivais toujours des poèmes sombres, en fait, mais je ne m'en rendais pas compte jusqu'à temps que quelqu'un me le dise, puis que je publie mon premier recueil, puis quelqu'un me dise « C'est tellement noir ce que tu écris. » Moi, je n'avais jamais pris conscience de ça. J'écrivais de la poésie, comme à peu près tout le monde écrivait de la poésie que je connaissais. Puis ma poésie, pour moi, n'était pas plus noire qu'une autre. Je m'inspirais de ce que je lisais ou de ce que je ressentais. Puis à ce moment-là, on dirait que c'est devenu problématique. On dirait que je me suis mis à... J'avais l'impression que je devais porter ça. Je suis plus noir que les autres. Ou, puis ça revenait souvent, ça. Puis même encore, ça revient, ce commentaire-là. Au point de vous censurer, par exemple? Est-ce que ça va jusque-là, au point de dire, ben là, je ne me permettrai pas à écrire ça, il y a trop de rapprochements qui se font automatiquement? Pas me censurer, mais m'interroger là-dessus, oui. Mais je me rappelle, j'avais fait une lecture à un moment donné, puis j'avais dit, avant de lire mes poèmes, ce que je ne faisais pas habituellement, que mes poèmes étaient sombres. Puis je me rappelle, quelqu'un m'avait dit, « Ah, c'est pas grave, là, t'as pas à dire ça. » C'est vrai, j'ai pas à dire ça, mais je m'étais senti obligé parce que je l'avais tout le temps comme commentaire. Je dis, je vais le dire d'emblée, là, le monde, ils ne vont pas sauter au plafond. Mais ça, c'est quelque chose qui... C'est justement d'être identifié à ce que tu écris. Parce que moi, dans la vie de tous les jours, je me sens pas plus malheureux qu'un autre. Oui, des fois, je suis déprimé comme n'importe qui, mais je me sens pas à l'image peut-être que ma poésie reflète, là. Mathieu Croisetière, Banlieue. Dans l'entrée pendent nos chairs mortes, les bottes pêle-mêle font un charnier. Partout, la tête traîne ses mouches comme un nuage dans un cartoon. Tu espères rencontrer Dieu sous l'apparence d'un vieil amour sur qui on tombe par hasard. Tu t'arrêtes au marché pour acheter de la viande. De la maison à mon travail, une chanson et demie meuble le temps qui me sépare de toi. C'est tout simple, je pense, et pourtant un regard suffit à me confondre. La peur s'infiltre à petites gouttes dans les conversations du jour. Je tiens bon jusqu'à mon retour. Sur le boulevard, des autobus passent et repassent, avalent des hommes et les recrachent à l'autre bout de leur rouleau, pendant que d'autres vont attendre comme à l'urgence dans un fast-food ouvert 24 heures. Tu as rempli le bol du chien, rentré le linge et sorti les vidanges. Tout va bien, tout devrait bien aller, et pourtant rien n'est accompli. On punch ses heures, matin et soir. Quand minuit sonne, les bandes s'effacent, les écrans veillent sur les dortoirs. Tous les rêves qu'on laisse tomber parce qu'on n'a que 2 semaines de vacances par année. Je me tourne vers Patrick Brisebois, puisque dans le modèle de Nice, à un moment donné, le narrateur va dire même lorsque j'étais parmi les vivants, je me sentais mort, je n'avais rien à leur dire, alors je les laissais parler, et quand je voulais parler, on me coupait la parole. J'ai fini par laisser tomber, je suis toujours à me comparer aux autres, ma vie est vide, je n'ai rien fait, je ne ferai jamais rien. Et donc, on sent
tant dans vos recueils, Mathieu Cronzetière, que dans ce roman, Le modèle de Nice, Patrick Brisebois, qui a vraiment un vide, puis je dirais une sorte de nostalgie qu'on sent également tout au long du modèle de Nice. Bon, désolé, je voulais le dire un peu plus tard, mais tout de suite, mais quand vous parlez, par exemple, du livre d'Ézéchiel, à un moment donné, dans le modèle de Nice, vous parlez aussi de Marie de l'Incarnation. Vous semblez faire référence à un monde, on pouvait ne pas être d'accord avec ce monde ou pas, la question n'est pas là, mais qui était un monde qu'on pouvait léguer à quelqu'un, qui était un monde dans lequel on était ancré. Alors que là, le narrateur, lui, Constantin, se trouve dans un monde où il n'y a plus d'ancrage. Il y a une sorte de vide, de béance, un gouffre qui s'ouvre sous ses pieds. Oui, exactement. C'est dans la situation où il est, le personnage Constantin, il ne se passe plus rien dans sa vie ou presque, et il va se tourner vers les livres, les livres plus savants. Et il va développer des sortes de fixations sur des sujets particuliers, comme par exemple le livre d'Ézéchiel, où on a la description assez précise d'un vaisseau extraterrestre. Ça peut être interprété de plusieurs manières. Et bon, c'est sûr que j'ai pas... C'est 4 roues qui les 4 roues avec les yeux qui font le tour, avec la voix qui en sort d'une espèce de petit poste de pilotage. Et moi, j'avais découvert ça avant de trouver ça sur Internet, parce que là, aujourd'hui, avec les théories de complot, d'extraterrestres, il y a plein de trucs. Mais c'était chez moi, je me souviens, dans mon premier appartement, j'avais l'âge de 20 ans, j'avais une Bible. Je ne sais pas trop ce que je faisais avec une Bible. Et puis, j'étais tombé sur le passage et je me suis dit, mon Dieu, on dirait la description d'un vaisseau extraterrestre. Et puis, et c'est par la suite, je me suis dit, c'est peut-être... les dessinateurs et les réalisateurs de films d'OVNI qui se sont inspirés de la description dans le livre d'Ézéchiel pour faire le design de leur vaisseau extraterrestre comme dans E.T. Donc, j'essaie de trouver une explication logique à quelque chose qui était presque un anachronisme dans le livre d'Ézéchiel. Et... donc, ça m'a suivi toute ma vie, mais je me suis dit, bon, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça donne un personnage qui a juste ça à faire, investiguer sur ce genre de choses-là, ou sinon, ça va être d'autres livres, pour remplir le vide. Enfin, le but du personnage, c'est, avec des recherches comme ça, ce genre de lecture-là, c'est de remplir le vide. Qu'est-ce qu'il ne va pas trouver à la meunière ou dans son environnement, auprès de ses amis? Il va partir sur une quête. Sa quête, ça va être de remplir son existence de choses qui n'intéressent pas personne et ou que les gens ne peuvent pas comprendre de toute façon. Donc, il va devenir une sommité dans certains domaines que personne ne connaît. Il va savoir exactement que tel réalisateur a sorti tel livre, pas tel livre, mais tel film en telle année, et sur le plateau de tournage, il y a eu un tel incident, un avait échappé son eau sur le micro, ce qui a fait dire un comédien, un sacre, un fuck, qui est resté au montage. Et le personnage va passer des heures sur Internet à lire des choses comme ça que personne ne sait, pour se donner l'impression que... en fait, juste pour oublier la réalité. Patrick Brisebois, le modèle de Nice. Il mène une vie normale à la meunière en Mauricie. Sa voisine est une femme âgée. Elle se nomme Madame Lacombe. Il a l'impression qu'elle lui fait de l'œil. Elle lui parle de sa petite fille qui reste enfermée dans sa chambre. Elle a eu un accident de voiture sur la route de Trois-Rivières en se rendant au travail. Madame Lacombe doit maintenant s'occuper d'elle tous les jours. Tout de suite, il anticipe le pire. Il imagine un drame et se donne le beau rôle. Si Madame Lacombe mourait, il entrerait dans la maison pour découvrir sa petite fille. Il s'occuperait d'elle. Ce serait son tour, désormais. Elle n'a personne d'autre. Pas de famille, pas d'amis. Elle est dans un état catatonique. Elle cache quelque chose au fond d'elle qu'il se dit.
Elle empêche cette chose de remonter, de sortir, de s'échapper, et c'est pourquoi elle ne peut pas bouger. C'est ce qu'il imagine quand il laisse ses pensées dériver. Il ne connaît même pas son prénom. La société s'écroule. État policier, guerre, terrorisme, misère, désastres environnementaux. Il ne pourrait pas la laisser seule. Il la nourrirait, ferait sa toilette, dormirait auprès d'elle dans son univers fermé, anthropique. Surviendrait bientôt la fin du monde et il pleuvrait des drones et il ferait froid. Pour l'instant, il sue de partout. Du front, des mains, du dos. Est-ce que vous avez l'impression que votre narrateur à la meunière, comme les poètes-narrateurs dans Peut-être en Chine et Banlieue, trouve quand même ici, donc en Mauricie, le moyen de trouver cette concentration nécessaire et ne pas être distrait par mille et une choses? Ben, pas moi. Non. Non, ben, les distractions sont partout, là. De toute façon, moi, ma plus grosse source de distraction, c'est Internet, c'est les réseaux sociaux, c'est ben, mon travail, c'est sûr. C'est pas que j'ai pas le choix de travailler, là, mais les tâches quotidiennes, mais grosso modo, c'est ça. L'information. Diriez-vous que vous fuyez même le poème et que Internet est un moyen de fuir ce travail qui demande de la concentration qu'est la poésie? Peut-être, mais en même temps, je me dis qu'avant, j'étais distrait par d'autres choses. Okay. De toute façon, là. Mais non, je pense pas que le fait d'être en région, c'est sûr que peut-être qu'en ville, si tu restes dans un lieu qui est plus bruyant, peut-être que tu es distrait par d'autres choses. Là. Mais les distractions sont partout. Là. Je sais pas. Je sais pas la solution à ça. Moi, j'écris très lentement. Là. J'écris surtout de la prose depuis 4-5 ans. De la poésie, j'en écris beaucoup moins. J'en écris. Mais c'est ça, j'écris surtout des nouvelles. Là. J'ai publié quelques nouvelles là, dans des revues spécialisées. Puis, si j'écris un paragraphe par jour, là, je suis content. C'est gros pour moi. Là. Ouais, j'écris très lentement. C'est un petit peu comme ça. Moi aussi, j'ai eu besoin d'éloigner l'ordinateur. Parce que, justement, quand on vit en région, on voit moins de gens. Quand j'étais à Montréal, je pouvais voir des amis à tous les jours. Mais là, en région, c'est l'organisation. Puis en plus, avec le confinement, on ne voit plus personne. Et c'est facile d'être à l'ordinateur et de faire n'importe quoi d'autre que de travailler sur ton écriture. Et moi, le truc que j'ai trouvé, c'est d'écrire à la main dans des cahiers. C'est que j'ai pas d'écran et je vais m'installer à la table ou dans mon lit, n'importe où, et je vais remplir au moins 2-3 pages de mon cahier. En fait, ça a été ma discipline de l'année dernière, d'écrire au minimum 2 petites pages de cahier par jour. Après ça, j'ai le droit de faire n'importe quoi d'autre. Là. Et ça a été payant parce que je me suis retrouvé j'ai réussi à écrire un autre roman complet dans mon cahier. Sans distraction, sans rien, avec les fautes d'orthographe, avec la calligraphie à peu près illisible. Mais je me disais, je m'ouvre une bière, je prends 1 heure ou 2, j'écris mes 2 pages, puis après ça, je peux regarder toutes les Star Wars. Ça me tente, là. Ma journée est faite. Et pour la première fois dans ma vie, à 48 ans, j'ai découvert la discipline. Parce que composer, écrire le premier jet à l'ordinateur, j'ai des problèmes avec ça. Quand tu ouvres ton traitement Word, ton Microsoft Word pour écrire, qu'est-ce que tu vois? Ta première page qui apparaît tout le temps. C'est tout le temps, c'est ce que j'ai commencé à écrire il y a 6 mois. Et il y a tout le temps quelque chose qui va m'achaler. Non, la première phrase est mal écrite. Et je vais la retravailler. Donc, la première page d'un projet de livre, c'est celle qu'on va retravailler le plus et qui nous empêche d'avancer dans le livre. Parce que dans le premier jet, pour moi, il faut aller de l'avant et ne pas regarder derrière. Donc, le cahier est parfait. C'est que je tourne les pages. Même je ne vais pas me relire, je vais coller les pages avec un scotch tape
pour pas avoir l'envie de revoir ce que j'ai fait. Donc, de mémoire, j'avance dans l'histoire. Par contre, là, j'en suis au stade où je dois tout retaper à l'ordinateur et aller, vérifier, parce que je dis beaucoup de conneries dans mes livres, je dois vérifier l'authenticité de certaines choses sur Google. Puis, je trouve ça physiquement très dur de travailler à l'ordinateur et puis de rentrer du texte. À 25 ans, je pouvais travailler 10 heures à l'ordinateur ou j'avais même une machine à écrire, schlac. Mais aujourd'hui, c'est ça, après 2-3 heures, là, j'ai mal au dos, j'ai les yeux qui chauffent, j'ai faim, je vais faire n'importe quoi d'autre. Oui. Donc, ma discipline a pris un petit peu le bord. Puis tu étais à l'ordinateur, donc, mon Dieu, j'ai pas été sur Facebook depuis 20 minutes. Je vais aller voir s'il y a quelque chose. Oui, c'est ça. Oui, mais je pensais au truc d'Hemingway. Hemingway aimait bien terminer une journée de travail par une phrase à moitié faite, pour être sûr que le lendemain matin, il y avait à poursuivre cette phrase-là plutôt que de lire tout ce qui précédait puis de se retrouver là à reprendre, ce qu'il faisait, mais pour que le premier réflexe soit de terminer à tout le moins cette phrase-là. Écoutez, j'aimerais lire, si vous le permettez, peut-être en terminant, quelques phrases rapides, quelques extraits. D'abord chez Patrick Brisebois, Le modèle de Nice. Un kit à fondu, c'est comme l'amour, c'est quand tu le cherches que tu ne le trouves pas. C'est une sentence... J'en ai mangé de la fondue à la fin de semaine. Mais j'ai trouvé le kit. Il était sur le bord de l'armoire, ça n'a pas été long. Et vous avez aussi ces pages 100, 101, je reviens là-dessus. Vous dites, il ne croit plus en rien et ça lui donne du courage. Dans le métro ou l'autobus, agissez comme un touriste. Demandez de l'aide. Ça fera votre journée. Quelqu'un touchera votre épaule et vous aurez le rose aux joues. Demain matin, dans votre voiture au feu rouge, ouvrez ou fermez la radio et quelque chose se passera. Regardez autour de vous. Tout arrive. Ça n'arrête jamais et ça n'a pas une miette de sens. C'est la vie. C'est la vie. Patrick Brisebois, Le modèle de Nice. Vous connaissez peut-être cette réponse de Tchekhov. C'est la comédienne dont il était profondément amoureux qui lui pose une question dans une de ses lettres. Qu'est-ce que la vie? Et Tchekhov de lui répondre, la vie, c'est comme une carotte. Une carotte est une carotte. Rien d'autre. Non, je ne connaissais pas. Du côté de Mathieu Croisetière, maintenant, vous avez dans Peut-être en Chine, je lis un extrait, vous dites, à la fin, on s'est tellement tassé en soi pour ne pas prendre la place d'un autre qu'on a fini par disparaître. Page 66, vous dites, tous les jours, tu recules un peu plus en toi-même, tu te fais un peu plus petit, un peu plus soumis à l'autre qui te regarde et te repousse avec ses mains, avec ses poings, toujours plus agressif, toujours plus exigeant, n'arrêtant pas de revenir à la charge, de te rabattre dans les marges, jusqu'à ce qu'enfin, les barrages cèdent, que tout explose. Ouais, c'est pas noir, ça? Je comprends pas. Je trouve ça très... Hop, la vie! Ouais. C'est une lampe qu'on allume. Messieurs, Patrick Brisebois, Mathieu Croisetière, c'était un immense plaisir d'être avec vous et de converser avec vous cet après-midi. Pour moi aussi. Merci. Entre guillemets est une production de la Société des écrivaines de la Mauricie en collaboration avec la Gazette de la Mauricie. À l'animation, Christian Bouchard. À la réalisation, Christina Monfette-Fortin. Au montage, Anthony Gagnon-Boisvert. Avec la participation des comédiens Cindy Rousseau et Adamo Yonata, qui ont prêté leur voix aux mots des auteurs-autrices. Merci à Steve Hill pour la chanson Days, ainsi qu'à Cathy Bélanger pour l'illustration. Nous remercions également de leur collaboration les éditions Boréal, Dominique et compagnie, L'Écrou, Libre Expression, Pierre Tisser, Le Cartanier, Le Sabord, Soulière et Le Soleil de minuit. Ce projet a été rendu possible grâce à l'appui financier du Conseil des arts et des lettres du Québec et de Culture Mauricie.